Je passe donc la parole à Claire Cosset, qui est professeure en sociologie à l'Université de Paris-Cité, Institut Humanité, Sciences, Société, au laboratoire de changement social et politique, responsable de l'axe genre et intersectionnalité, au Centre d'enseignement, de documentation et de recherche en études féministes, co-directrice de la collection Intersection, SILEPS, et le dernier ouvrage étant Les violences envers les femmes en Europe. Merci. Vous avez la parole. Merci. Merci Daniel. Vous m'entendez bien ? Bon, un grand merci à Cécile, évidemment, pour cet accueil, déjà, aussi, ça compte. Et puis, voilà, d'avoir permis la richesse de ces échanges. Tu as insisté sur le terme de interdisciplinaire ou transdisciplinaire, et je pense que là, vraiment, on est en plein dedans. Alors, justement, comment développer une approche enfantiste en sciences sociales, cette fois-ci, et comment saisir, du coup, empiriquement, la misopédie du point de vue des jeunes personnes elles-mêmes. Puisque nous sommes réunis pour penser les institutions, je voudrais vous inviter à réfléchir avec moi à l'institution académique, donc j'allais dire dans laquelle nous sommes aujourd'hui, mais finalement on n'y est pas à l'université, mais enfin on représente l'université. Réfléchir à ce que produisent les savoirs universitaires en sciences sociales, comment, avec quels effets. Et pour ça, je partirai d'une perspective féministe. Alors, juste pour commencer, donc je m'appuierai sur le travail de Sarah Ahmed, qui est une des fondatrices des mouvances queer. Qu'est-ce que théoriser en féministe ? Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça peut vouloir dire aussi, en même temps, vivre en tant que féministe, donc living a feminist life, c'est-à-dire prendre au sérieux son quotidien, s'intéresser à ce que produit la science, puisqu'on l'a vu pendant longtemps, les sciences ont été dominées par des biais androcentristes et bien évidemment adultocentristes. C'est questionner aussi la place de notre objet, aujourd'hui la misopédie, dans l'institution académique. Et c'est aussi œuvrer pour mettre en accord l'institution avec la théorie. Mais d'un point de vue concret, quotidien, matériel, ça veut dire travailler, chercher, enseigner en féministe. Bon, ça c'était pour introduire mon propos. Alors, qu'est-ce que serait une perspective enfantiste développée par des chercheurs, nous, dont le quotidien n'est plus directement celui des directement concernés, celui des enfants. Donc. Qu'est-ce que serait une perspective enfantiste en sociologie menée par des adultes ? Parce que ce qui caractérise la sociologie par rapport à d'autres disciplines comme la philosophie, c'est qu'en général, on se doit d'avoir ce qu'on appelle un terrain et de produire un matériau empirique sur lequel construire notre analyse. On travaille aussi souvent en réponse avec ce qu'on appelle un commanditaire, un acteur qui nous pose, un acteur social, une institution qui nous pose une question à résoudre. Et pour ça, en tout cas, si on travaille comme moi par une approche monographique, eh bien, on se retrouve au sein d'une institution, l'institution à étudier, en son cœur même, in situ, comme on dit, et on partage des espaces au quotidien, parfois pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, avec toutes les personnes, jeunes et moins jeunes, qui y travaillent, qui vivent et qui y étudient. J'ai oublié de mettre mon minuteur. OK. Donc, Cécile, dans le volume 1 de Misopédie, donc, tu constates la prédominance de la philosophie par rapport à la sociologie dans les études sur l'objet qui nous rassemble aujourd'hui. Ce qui est vrai si on parle du concept de misopédie au sens strict. Mais un certain nombre de travaux en sciences sociales, en sciences de l'éducation, s'inscrivent depuis à peu près une dizaine d'années dans des approches qu'on pourrait qualifier d'enfantistes, au sens de la perspective du childism,
Et plus récemment, on a aussi un bouillonnement avec beaucoup d'événements scientifiques autour de la domination adulte, les effets du minorat comme concept. Mais c'est vrai que la misopédie en tant que telle et les réalités que le concept éclaire sont peu investies pour l'instant. Par contre, donc on a de nombreuses recherches, et je m'y inscris, qui mettent au centre la parole des enfants et des jeunes sur et dans les institutions pour poser cette question. Donc voilà, il y a des travaux en sciences de l'éducation, notamment ceux de Pierrine Robin, qui ont impliqué donc, par exemple des jeunes qui avaient un parcours de protection de l'enfance pour mener des recherches participatives avec eux auprès de plus jeunes enfants. Et c'est ce qui a certainement induit la création ensuite du collectif Repère. Et qu'est-ce qui émerge donc dans et des institutions? C'est évidemment la violence dans la bouche des jeunes personnes, pas que, hein, c'est très ambivalent, et ça je tiens à le dire, hein, sur le terrain c'est très ambivalent. Après, c'est voilà, qu'est-ce qu'on fait donc de cette violence qui s'exprime, comment on la nomme, donc misopédie par exemple, mais avec quelle approche et quelle analyse. Donc voilà. Je développerai 3 points. D'abord, je parlerai donc, j'évoquerai un peu mes terrains. Ça a été peut-être moins pris comme approche durant ces 2 jours. Comment j'ai développé cette perspective enfantiste et comment penser à l'intérieur de cette perspective la misopédie. Je poserai aussi la question des controverses qui sont suscitées par le tournant de l'importation contemporaine en France du childism, notamment en sociologie. Il y a un ensemble de controverses, ce sera peut-être un peu la problématique finale. Et puis, en 3e point, donc en guise d'ouverture, même si j'aurais plein de choses à dire, je voudrais présenter en fait les perspectives envisagées à la suite de mes recherches, notamment une historiographie des childhood studies pour en fait envisager les liens entre à la base les approches féministes, notamment qui articulent les rapports sociaux et les approches donc childistes. Donc je commence par présenter mon approche. Quel terrain, quel cadre épistémologique. Donc là, je vous ai mis les mémoires d'HDR, donc que j'ai soutenu récemment, en mars dernier, et que j'ai intitulé « Du point de vue des minoritaires ». Alors, on pourrait faire une autobiographie des chercheurs et des chercheuses qui travaillent sur la domination adulte et la misopédie, et sur notre rapport aux institutions, tant la proximité du vécu restitué par Elsa a fait écho à mon propre vécu de l'enfance et de l'institution. Donc, voilà, si je présente succinctement l'HDR, donc le postulat, c'est qu'en s'appuyant sur les prises de parole des minoritaires pour penser les phénomènes étudiés, on peut questionner par ce prisme les pratiques et les idéologies des institutions selon une perspective appuyée sur l'épistémologie du point de vue qui a été développée par les féministes. Et mon hypothèse principale, c'est que on peut considérer d'emblée la prise de parole comme la possibilité d'un acte politique, et donc comme un enjeu central du rapport social, majoritaire, minoritaire. J'insiste sur la notion de rapport social, puisque je m'inscris dans la perspective précisément de Daniel Kergoat, que Elsa a très bien présenté tout à l'heure, donc je ne la représente pas. Voilà, et donc cette hypothèse posée, à mon sens, c'est la raison aussi pour laquelle ces prises de parole, et en particulier celles des enfants et des jeunes, font toujours soit l'objet de discrédits, soit de tentatives de silenciation. Un concept central de mon HDR. Et donc je pense que ça fait aussi écho avec ce qui a été les perspectives présentées sur cette table ronde. Donc les perspectives qui sont dégagées de l'HDR, c'est toujours donc de partir du rapport des enfants et des jeunes aux institutions, à partir de leur propre point de vue, et surtout de concevoir la recherche de terrain,
comme un espace favorisant cette prise de parole. Alors, je vais essayer de montrer comment. Il me reste combien de temps ? 15 minutes. Ok. Donc, en participant à la conception et à la réalisation d'enquêtes collectives menées auprès d'enfants migrants ou itinérants, on a essayé, donc, suite à une commande du Défenseur des droits, de comprendre leur rapport à l'école, leur expérience scolaire, et tout en essayant donc de saisir et de penser le rapport d'âge en articulation avec d'autres rapports sociaux. Peut-être que je retiendrai de Daniel Korgoat quand même, dans sa définition du rapport social comme tension, quelque chose qui ressemble peut-être à la ligne de fuite dont tu parlais, Marie-Dominique. Voilà, donc une recherche commanditée par le Défenseur des droits, qui avait été saisie donc, par de nombreuses plaintes de familles, d'associations et d'enfants, dans le cadre de discrimination dans l'accès à l'école. Voilà. Et donc, pour mettre au centre de la recherche de terrain le recueil un espace pour favoriser l'expression libre des enfants, des élèves, je peux prendre l'exemple d'un dispositif qu'on a expérimenté, qu'on a mis en place, qui s'appelait le cercle de jeu, pour essayer, en fait, donc on poussait les tables, pour essayer de casser le format scolaire. Voilà. On dessinait un cercle imaginaire par terre et l'ensemble des personnes présentes, chercheuses, enseignantes, élèves, artistes, puisqu'on a travaillé avec des artistes, s'asseyaient donc autour de ce cercle. Une manière de figurer donc une certaine circularité et une certaine symétrie pour un temps entre chacun des participants. On s'est rendu compte effectivement, en observant pendant des heures cette classe, comment l'enseignante positionnait les uns et les autres. Je précise que c'était une école vraiment à pédagogie freinée, mais que malgré tout, les logiques de la domination de la forme scolaire étaient toujours présentes, et notamment une manière d'assigner en fait chaque enfant à une place relativement enfermante. Bon, voilà, je passe là-dessus. Et donc, dans le cadre de ces cercles de jeu, on a proposé différentes animations par des artistes qui ont permis véritablement aux enfants de pouvoir exprimer plus facilement leur rapport aux institutions. Et qu'est-ce qui ressort donc de ces paroles ? C'est la diversité des expériences, c'est l'ambivalence qui s'exprime notamment vis-à-vis de l'école et des adultes eux-mêmes. Dans une autre configuration, donc avec la même équipe, donc, mais là cette fois-ci sur une aire d'accueil, 2 aires d'accueil de voyageurs, de gens du voyage, on a travaillé avec des artistes, des étudiants. Et donc, j'ai encadré donc, ce travail à essayer de saisir donc, le point de vue de 2 groupes d'enfants, un groupe scolarisé en primaire plutôt favorable à l'école, mais avec un vécu scolaire quand même très difficile, et puis un groupe d'adolescents scolarisés par le CNED, mais en vérité très peu présents au collège ou très peu investis en fait dans le travail scolaire. Donc, on a vu s'exprimer, donc on les a accompagnés à dessiner, en fait, à se servir du dessin pour exprimer ce vécu scolaire, traversé donc par un point de vue hétérogène, des espérances souvent déçues, l'expérience des discriminations, la domination de la forme scolaire, chacun réagissant à cette expérience et notamment différemment selon le genre. Les puissances d'amitié que tu as évoquées, Marie-Dominique, ont été une des logiques centrales, une des logiques les plus centralement observées au cours de cette recherche. Le meilleur copain, la meilleure copine, le groupe était un appui extrêmement fort pour faire face à ce vécu ambivalent de l'école.
Donc voilà, je prends quelques exemples de ce qui est ressorti, parce que le temps passe très vite. Donc l'omniprésence des horaires, qui a été vécue vraiment comme quelque chose de très contraignant. Donc on le voit avec cette grosse horloge qui est aussi grosse que la classe. La séparation des fratries qui a été, pour nombre d'entre eux, vécue comme un déchirement. Là on voit donc le passage d'un grand frère de la petite fille sur la gauche qui est passée à l'école primaire et elle était restée à l'école maternelle, donc ils se donnaient la main au-dessus de la grille. L'isolement, beaucoup de filles ont dessiné l'isolement et parlé du coup de leur isolement. Et du côté des garçons adolescents, on a eu des images très fortes, donc l'école vécue comme une prison, ça parlera à certains d'entre vous, ou le collège représenté comme l'enfer. Un autre dessin figure aussi la violence en fait, mais là du coup une violence projetée en fait, de façon fantasmatique, ça ne s'est pas passé réellement, une violence projeté, donc le vécu de l'école et de sa violence projetée sur la représentation du jeune qui se définit lui, comme donnant un coup de poing à l'enseignante et dont sur le t-shirt, il a inscrit « School is no good ». Donc ces dessins donc accompagnaient beaucoup de récits et donc, on voit ici s'exprimer un vécu de l'institution scolaire, vu comme négative, coercitive. L'isolement aussi, la séparation en fait de l'extérieur a été quelque chose qui est vraiment beaucoup ressorti. Donc, j'ai pas vraiment le temps d'aller plus loin dans la présentation de ces terrains. J'ai préparé vraiment beaucoup trop de choses, donc je vais aller à l'essentiel. Il me reste combien de temps ? 10 minutes. Donc, je voulais parler aussi de la réception de ces approches enfantistes, puisque je qualifie cette approche qu'on a expérimentée dans le cadre de la recherche. La réception de ces approches enfantistes dans les sciences sociales et la controverse que cela suscite. Notamment de la part de certains sociologues bourdieusiens qui accusent les études sur l'enfance francophone et anglophone d'avoir plaqué sur la diversité des expériences enfantines une vision qui serait caractéristique des classes dotées d'un fort capital culturel, en particulier des professions intellectuelles, en postulant a priori les capacités d'agency des jeunes personnes, en les généralisant à travers une doxa de l'enfance qui paraît abusive à ces chercheurs, et en accusant aussi ces recherches de ne pas assez prendre en compte les inégalités produites par et dans l'enfance. Alors, à mon sens, cette critique me paraît montrer une méconnaissance, ou peut-être même un déni, au sein des sciences sociales françaises, des épistémologies proprement enfantistes. Les travaux dans lesquels je m'inscris, on cherche au contraire à déconstruire cette idée de l'enfance avec un grand E et au singulier, en menant des travaux auprès d'enfances, pour le coup, pas du tout celles des classes sociales de professions intellectuelles, en montrant la diversité donc de ces enfances, en essayant de la dénaturaliser et en montrant sa variabilité sociale, culturelle, historique. Je voudrais maintenant finir cette dernière partie sur les perspectives que j'envisage pour la suite, tenant compte de tout ce qui précède. Je pense que le fait d'avoir choisi de faire porter ce deuxième moment du colloque Mésopédie sur les institutions, très important, puisque les institutions produisent, reproduisent et cristallisent les rapports sociaux, donc elles sont, à mon sens, en tant que sociologue, fondamentales à étudier. Comme j'ai pu étudier par ailleurs la question du racisme institutionnel, comme
ordre social structurel, en essayant de me dégager des questions d'intentionnalité ou des questions morales portées par l'antiracisme en général, j'aimerais pouvoir creuser la dimension institutionnelle de la misopédie, ou ce qu'on pourrait appeler donc la misopédie institutionnelle, pour essayer de la penser comme dans sa dimension structurelle, et comme vous l'avez dit précisément, donc comme des rapports de pouvoir qui nous traversent tous, plus ou moins consciemment ou inconsciemment. Et à l'intérieur de cette perspective de recherche, je voudrais continuer à mettre au centre l'enjeu de l'accès à la parole des jeunes personnes, compte tenu de leur silenciation généralisée, comme un enjeu central du rapport social en jeu dans la misopédie institutionnelle. Voilà. Et pour le coup, cette silenciation, donc je n'ai pas le temps de raconter toutes les séquences observées où j'ai pu voir se jouer cette silenciation d'enfants par rapport à ce qu'ils étaient en train d'exprimer, y compris pendant nos ateliers avec des interventions d'autres adultes. Cette silenciation, pour moi, est à penser comme un pilier du continuum de la misopédie, pour reprendre une notion que tu as mis en avant et dans laquelle je m'inscris, Cécile. Et qui permet finalement, cette silenciation permet à l'enfantisme de perdurer, et notamment dans cette dimension d'oppression la plus extrême, ce sur quoi je n'ai pas directement travaillé. Il s'agit en même temps de silencier les résistances et les tentatives des jeunes personnes de s'exprimer contre ce régime infantiste tel qu'il se déploie, en particulier dans les institutions. J'aurais là aussi des tas d'exemples à vous donner. Voilà, par exemple, un enfant qui me raconte en entretien qu'il a cherché à se rebeller contre le gérant d'une structure d'accueil d'un CHU dans le cadre du SAMU social. Donc, placer au centre de toute recherche la parole des jeunes personnes s'inscrit dans une approche enfantiste à visée politique et qui, à mon sens, était présente plus ou moins en germe dès le départ dans les childhood studies. Je n'aurai pas le temps de vous restituer tout le travail historiographique que j'ai commencé à faire pendant l'HDR. Mais voilà, ce que je voulais dire, l'idée principale, c'est que je pense que cette double dimension infantisme-enfantisme, comme une tension en fait, comme le sexisme par rapport au féminisme, était présent dès les premiers travaux, et que peut-être elle s'est perdue en route, comme on parle de blanchiment de l'intersectionnalité. On aurait perdu l'attention portée à la misopédie en important en France les approches childistes. L'idée, c'est d'élaborer donc une véritable épistémologie enfantiste, comme on peut parler d'épistémologie féministe, à partir notamment de la Standpoint Theory. Et j'ai aussi commencé du coup une exploration bibliographique pour faire les liens entre les gender studies au départ et la naissance des childhood studies, des études de l'enfance, donc des études de genre et des études de l'enfance. Alors que, comme on l'a dit plusieurs fois, avec l'exception notable de Delphi, en France, même si voilà, on a d'autres approches qui sont présentées ce matin, en tout cas dans la sociologie, et notamment dans le féminisme dit matérialiste, dans lequel s'inscrit Kergoat, on a peu pensé finalement la domination adulte, la misopédie, ensemble, en même temps que le patriarcat ou que la domination masculine. J'essaierai de comprendre pourquoi aussi dans mon programme de recherche. Tandis que aux États-Unis et en Grande-Bretagne, j'ai pas le temps de citer les auteurs, mais je vous mets
ma bibliographie, il me semble que voilà, cette articulation, ou en tout cas au moins cette analogie, était présente dès le départ. Et donc j'essaye de voir comment on est passé d'une perspective féministe à une perspective enfantiste, parfois en essayant de penser les deux en articulation. Voilà. Je voulais citer aussi le projet de thèse, je crois qu'elle nous entend ce matin, de Léa Margerie, qui construit son projet de thèse actuellement, que j'espère pouvoir accompagner, et qui s'intitule pour l'instant « Mère et enfant dans la maternité comme institution sociale, analyse intersectionnelle et perspective d'émancipation ». J'espère voilà, que ce sera aussi... oui, j'ai oublié de dire que la démarche féministe s'inscrit aussi fondamentalement dans une recherche collective, et que c'est dans ces recherches collectives que se sont construites aussi ces épistémologies. Donc mon vœu, c'est de défendre, de travailler à faire en sorte, et je vais conclure là-dessus, qu'on puisse inscrire au cœur des perspectives féministes en France les perspectives importées du childism, en s'appuyant aussi sur des travaux qui ont été construits ici en France. Et que c'est peut-être, je ne sais pas, ce que je vous raconterai lors d'un prochain épisode. Merci. Un grand merci de nous avoir fait part de tous ces travaux empiriques et bibliographiques qui nous éclairent beaucoup. Nous avons quelques minutes pour des questions. Alors, nous avons une remarque en ligne, mais c'était pour l'intervenante juste avant vous, si vous me permettez. C'est quelqu'un qui dit « Je pense que c'est dangereux de justifier des actes pédocriminels par des histoires personnelles propres à ces auteurs philosophes. C'est systémique. Utiliser sa position d'adulte enfantiste pour violer des enfants, c'est comme un homme qui utilise sa position féministe pour violer une femme. » Si j'ai bien compris, le verbe qui revient, c'est violer, c'est ça ? Oui. C'est ça ? J'ai pas bien compris. Oui. J'ai pas l'impression qu'il soit question de viol ou que ce soit. Et en fait, où est-ce qu'ils ont trouvé du viol ? La personne dit que c'est pour c'est pas par rapport à vos propos, c'est les personnalités citées. Mais moi, j'ai parlé de texte et pas de personnalité. Et il me semble que les textes... alors, je pense qu'il est question de ce texte effectivement problématique qui s'appelle « La loi de la pudeur ». J'imagine que c'est de ça qu'il est question. Je suppose, bon, mais la personne n'a pas précisé. J'aimerais qu'on échange sur des propos particuliers, sur effectivement... mais bon, c'est facile aussi d'envoyer les livres les plus difficiles aux gémonies et de les brûler sous prétexte qu'on en a peur. Ça ne me paraît pas une bonne base pour la démocratie. Merci. Oui, merci beaucoup pour votre intervention. Je voudrais revenir sur une des hypothèses terminales que vous avez émises, que j'ai notée comme ça. On aurait perdu l'attention à la misopédie en important en France les approches childistes. Du coup, est-ce que c'est un problème propre à la France ? C'est-à-dire, est-ce que c'est un bon diagnostic par rapport à la littérature anglophone ou c'est un problème d'importation ? C'est-à-dire que dans la littérature anglophone, il n'y a pas ce problème-là. C'est ça ma question. Et je ne sais pas si c'est lié, mais moi je suis de formation philosophique. L'introduction de l'enfance de classe est hyper violente de la part de Bernard Lahire vis-à-vis des Childhood Studies. Je n'ai pas compris pourquoi. C'est visiblement très implicite. Ça doit être très clair dans le champ de la sociologie. Mais je ne sais pas si c'est lié aussi à ces questions d'importation dans le corpus francophone des études anglophones. Alors effectivement, Lahire fait partie de ceux qui fustigent les Childhood Studies. Donc, précisément, je pense, parce que quand s'est construit en fait
au départ les sciences sociales de l'enfance en France. On avait certes une perspective qui voulait, dès le départ, placer au centre de la recherche le point de vue des enfants, etc. Donc, on pourrait dire, en quelque sorte, aujourd'hui, on dirait une perspective enfantiste. Mais tout l'aspect du rapport social spécifique, de la domination adulte ou de l'adultisme, et encore moins de la misopédie, étaient absents de ces premiers travaux. Je dis pas qu'ils étaient absents de tous les travaux, mais de ceux qui ont fait figure de pionnières. Et donc, en constatant donc cette accusation, qui est moins juste aujourd'hui parce qu'il y a plein de travaux qui se développent depuis, justement, s'emparant de différents corpus bibliographiques. La preuve en est aujourd'hui. J'ai voulu du coup retourner voir à la source ces travaux parce que comme on en parlait en aparté, il reste encore beaucoup de choses à traduire. Donc à partir du moment où c'est pas traduit, on y a moins accès. On sait que en France, on est quand même resté longtemps très franco-centré. Donc, j'ai commencé à aller à la source. Et là, j'ai découvert, que le rapport adulte-enfant était central, dès le départ, en tout cas dans les travaux pionniers. Ça, c'était mon premier chantier. Le deuxième, c'était qu'effectivement, la proximité entre les gender studies et les childhood studies avait fait l'objet de travaux, notamment de Jan Ellener, Toward a Feminist Anthropology of Childhood. Et donc, j'étais véritablement pensé, documenté ces liens, tout en constatant qu'en France, par contre, même si il y a des travaux sur l'articulation des rapports sociaux, etc., le rapport d'âge est venu beaucoup plus tard, était très peu présent, donc dans la sociologie féministe matérialiste des années 70, à part Christine Delphi. Mais son travail n'a pas été repris, n'a pas pris, quoi. Donc c'est à la fois un problème de traduction, c'est à la fois un problème d'importation. Je m'intéresse beaucoup à la manière dont les concepts voyagent d'une langue à l'autre et d'un pays à l'autre, et ce qui crée aussi beaucoup de malentendus dans la manière dont on appréhende d'autres corpus bibliographiques. Donc voilà, j'espère avoir répondu. Rapidement, on a 3-4 minutes. Oui, alors moi déjà je voulais vous remercier d'avoir parlé de repères et je trouve que c'est super enthousiasmant parce que ça vient amener des dynamiques de père et danse et tout ça, donc je trouve ça super intéressant, mais repères c'est des sortants de l'ASE et moi j'ai l'impression que dès qu'on essaye dans les institutions d'amener ces dynamiques-là, mais avec les personnes qui sont encore concernées, qui vivent encore l'adultisme et tout, c'est hyper compliqué parce que les adultes, ils veulent toujours venir et prendre la place. Vous l'avez dit aussi, dans ce que vous avez essayé de mettre en place, les adultes intervenaient, coupaient la parole et tout. Et j'ai l'impression que les adultes, on a toujours du mal à se mettre dans des positions d'alliés, qui soient juste des positions d'alliés. Et je me dis, pourquoi en fait, on ne peut pas juste, par exemple... donner des espaces d'organisation, mais sans participer et voilà. Et je me disais par rapport à ce que vous disiez sur la recherche, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas penser ça aussi et se dire que, par exemple, avec tout ce qui a été fait par Cynthia Fleury sur la reconnaissance des savoirs vécus et des savoirs situés, je sais que notamment elle a fait l'université des patients pour reconnaître les savoirs des patients et des patientes à l'hôpital et tout ça. Et ça me fait penser que peut-être pour les enfants, on pourrait penser des logiques similaires de reconnaissance de leur savoir. Et je me demandais pourquoi, par exemple, est-ce qu'on ne pourrait pas penser la sociologie comme, penser une sociologie par les publics et notamment pour avoir justement une reconnaissance de ces savoirs-là. Peut-être prendre encore les questions comme ça, vous répondrez ensemble. Il y avait une question ? Alors, n'y a-t-il pas eu un blanchiment quand le concept de
multiculturalisme a été retourné depuis son sens initial proposé par Chester Pierce, un Afro-Américain qui désignait les discriminations faites aux enfants, vers le concept d'enfantisme qui veut dire le contraire et qui vient de personnes blanches. Pas d'autres questions? Alors, c'est voilà, précisément ce que j'ai essayé de penser dans les mémoires là, que j'ai présentés au départ. Partir du point de vue des minoritaires, c'est pour ça que je l'ai intitulé de la sorte. Il y a la question donc dans ce que vous dites, par exemple des dispositifs institutionnels de la participation qui ont été beaucoup documentés de façon critique, et c'est toujours un peu les mêmes logiques. Alors en plus, quand il s'agit d'enfants, les adultes ont vraiment du mal à se mettre en position d'écoute en fait et d'alliés. Mais je pense que ça travaille quand même les institutions. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui s'expérimentent, et d'ailleurs aussi grâce à Repères, et donc qui s'inventent, beaucoup de choses qui s'inventent aussi. La question de la non-mixité, qui a été aussi théorisée à la fois dans les espaces antiracistes et les espaces féministes, qui sont souvent mal interprétés, mais qui sont des moments indispensables pour faire émerger justement la parole, ou pour imaginer des stratégies plutôt pour que cette parole soit entendue, parce qu'on sait qu'elle est déjà présente. Et effectivement, ça, c'était le projet un peu aussi de ce que je vous ai présenté. Ça bouscule aussi l'institution académique, parce qu'il s'agit de revoir totalement en fait ses façons de travailler, le rapport au terrain, la place du chercheur là-dedans, parce que la recherche, c'est quand même à la fois tout un dispositif, des lectures, etc. Donc on est aussi dans un cadre, on est aussi tenu de faire des articles, etc. Donc c'est un peu contradictoire, quoi, avec proposer en fait une recherche qui respecte jusqu'au bout en fait, d'être du point de vue des enfants ou des minoritaires en général. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on essaye d'expérimenter à plusieurs, mais qui fait aussi résistance. Il en a été question pendant la présentation. Donc je suis complètement en phase avec ce que vous dites, mais c'est pas si simple en fait. Ça se décrète pas, ça se travaille, ça s'imagine, ça nécessite aussi beaucoup de réflexivité. Parce qu'on est aussi enfermé dans des postures, on est socialisé dans des postures, à la fois en tant qu'adulte et à la fois en tant qu'universitaire. Donc puis en tant que femme, on est à la fois minoritaire et majoritaire, selon les moments, selon les espaces. Donc ça aussi, c'est à mettre au travail. Sur la question, donc sur le blanchiment, je suis complètement d'accord. J'ai pas eu le temps de le dire parce que j'ai pris l'angle de l'analogie et de l'articulation avec le féminisme, mais pour moi, ça va évidemment de pair. Et effectivement, j'ai commencé aussi à explorer toute cette littérature qui montre comment, dans cette bibliographie des Childhood Studies, on a aussi toute une élaboration conceptuelle en analogie ou en articulation avec les théorisations antiracistes, postcoloniales. Donc évidemment, pour moi, ça va évidemment ensemble.